Eh bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est du côté de la Bretagne que nous nous tournons. Plus précisément dans le département de Ille-et-Vilaine. Au programme, une figurine un peu baladeuse, une créature propre à la région, un voyageur combattant pour sa vie, une tradition un peu curieuse et un monstre inédit. Je vous propose de commencer dès maintenant. Nous commencerons par une histoire assez classique dans le genre, presque vue et revue. Mais pourtant, il est toujours intéressant de constater qu'aucune n'aura réellement été soufflée les unes aux autres, car séparées par la distance et le temps. Et pour cause, il est peu probable que cette histoire se soit inspirée d'une autre, ce qui laisse alors planer un certain mystère sur l'origine de la dite légende. Affabulation, blague, conte déformé dans le temps, canular, ou alors quelque chose de plus mystique. C'est le cas pour l'abbaye Notre-Dame du Nid aux Merles, dont la création comporte une légende qui, comme je l'ai dit, vous paraîtra déjà vue. Son histoire commence au XIIe siècle dans la forêt de Rennes, qui portait le nom de forêt du Nid de Merles. Au temps des châteaux, un jeune berger s'aventura un peu trop dans la forêt alors qu'il gardait son troupeau. Un éclat de lumière l'interpella depuis le feuillage d'un buisson, et il s'approcha pour y voir un ancien nid de merle, dont les occupants avaient laissé sur place objets précieux en tout genre. Ce fut une statuette de la Sainte Vierge qui attira l'œil du garçon. Il la prit pour la ramener au curé du village qui la plaça en valeur dans l'église aussitôt. Et là je pense que vous avez déjà compris ce qu'il va se passer. Je vous laisse 2 petites secondes pour le deviner. Le lendemain, la statuette n'était plus là. Que de rebondissements. Bon allez, blague à part. Il demanda au berger de retourner à l'endroit du nid et effectivement, le jeune garçon y retrouva la statue qu'il ramena encore une fois. Ce petit manège recommença encore 3 fois. Une première fois dans le doute, une seconde fois par acquis de conscience, et une troisième parce que... faut bien déconner un peu aussi. Mais il était clair que la statue n'avait pas l'intention de quitter sa place. Alors une chapelle fut construite en lieu et place pour recevoir le nom de Notre-Dame du Nid aux Merles. La statuette y demeura alors, et plus jamais ne bougea de sa place, préservée par les bénédictins. Alors nous avons déjà eu un rocher, un crâne, et une autre statuette pas plus tard que dans la semaine dernière. Le tout à différents endroits de la France. Ce qui rend ce genre d'histoire toujours un peu troublante, vous ne trouvez pas? Mais je ne suis pas là pour en débattre, juste faire un simple constat. Après tout, je ne suis que le conteur. Une fois de plus, nous allons parler d'une créature propre au folklore de la France. Comme vous le savez, chaque région possède son lot de petites créatures qui parfois se ressemblent les unes aux autres. Mais toutes sont réellement uniques et comportent souvent leur propre histoire. En Bretagne, vous pourrez peut-être entendre parler du gétin, une sorte de petite créature qu'on identifie à des lutins. Alors, sans mauvais jeu de mots, ils sont aussi assez proches d'une autre créature que l'on nomme les fions. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'ils aient fait des cavernes maritimes leur lieu d'habitat, des endroits que l'on nomme les houles, grottes qui abritent également une fée avec le même nom, mais nous en parlerons une autre fois. Comme bon nombre de créatures de ce type, les gétins sont de nature généreuse du moment qu'on ne leur cherche pas querelle et qu'ils sont respectés. Alors, ils donnent volontiers de la nourriture à qui le demande. Mais attention à bien rendre les couverts et surtout les couteaux. Car un homme une fois a commis cette erreur et l'on raconte qu'il s'est retrouvé cloué au sol par les gétins jusqu'à ce qu'il abdique et rende le dit couteau. Ils sont aussi connus pour leur capacité à lancer des pierres énormes sur une lieue de distance. Mais au-delà de leur aspect jovial et inoffensif, ils ont une fâcheuse tendance à faire quelque chose de plus répréhensible, ce qui peut leur valoir une mauvaise réputation aussi. Car là où on trouve des gétins, on trouve aussi des changelins. Une créature bien plus connue et pour cause. Gare à vos nourrissons, ne les laissez jamais sans surveillance la nuit, car les gétins peuvent alors les échanger avec un de leurs changelins, qui ne grandissent pas et têtent sans arrêt. Une mère a dû un jour menacer de tuer le changelin devant la grotte des gétins pour qu'il cède et lui rende son enfant. Et avant cela,
il faut encore parvenir à faire parler le changelin pour qu'il daigne avouer où on a emmené le dit enfant. Mais bien évidemment, ce ne sont que des histoires et rien n'est vrai. Cela dit, et vous devez vous en douter, ne laissez jamais vos enfants sans surveillance trop longtemps si vous tenez pas à devoir vérifier la véracité de ce genre d'histoire. Un petit indice, le changelin est plus calme. Non loin de Médréac, une histoire court. Bon, elle ne court pas exactement comme on l'entend. Celle de la croix aux 7 loups. Comme il est de coutume dans notre pays, de par ses origines chrétiennes, on peut observer de nombreuses croix sur les bords de route, et si chacune avait une histoire. Mais aujourd'hui, nous parlerons de celle-ci, et elle commence par une froide nuit de décembre, il y a fort longtemps, quelque part sur les routes de Médréac. Un voyageur était en route pour rejoindre la ville, un riche artisan, selon cette version. Sauf qu'il n'était pas seul, et déjà par 2 fois, il entendit d'étranges craquements dans son dos. Au début, le voyageur avait cru rêver. La neige avait tendance à craquer de temps à autre, et peut-être son esprit lui aurait joué des tours. Folie que de penser cela, surtout en plein hiver. Il se retourna et tomba nez à nez avec 7 loups, et un simple bâton pour toute arme. Ni une ni deux, il s'élança vers les animaux pour sauver sa vie. Après tout, fuir ne lui aurait apporté aucune chance. Il se jura intérieurement que s'il survivait, il érigerait une croix à l'endroit même où il se trouvait. Il parvint à tenir tête et d'un coup de bâton, mit à terre le plus gros de la bande. L'alpha se releva et s'enfuit, rapidement suivi de ses compagnons. L'homme reprit sa route, mais les loups ne sont pas du genre à renoncer, surtout en cette période de faim où la nourriture se faisait plus rare pour eux. Par 6 fois encore, le voyageur dut jouer du bâton, et par 6 fois, il parvint à mettre en déroute un autre loup de la bande, provoquant un petit temps de répit. Priant à chaque nouvel échange pour sa vie, jurant d'ériger une croix à chaque nouveau combat, le 7e enfui dans la forêt, rossé jusqu'à l'os, l'homme avait promis 7 croix en remerciement à Lonseki, et il tint sa promesse. Difficile de dire depuis ma position si les 7 croix existent encore, mais quelques-unes probablement le long de la route. Peut-être que si vous vivez dans le coin, vous aurez l'occasion de les voir. Mais ne faites pas non plus le déplacement juste pour cela. N'oublions pas que ces croix, au-delà de leur aspect religieux, sont des marqueurs, signes qu'il s'est passé quelque chose à l'endroit où elles ont été érigées. Quelque chose d'important pour les personnes qui les ont construites. Et ce genre d'histoire reste pour nous aider à nous en souvenir, aussi humble soit-elle. Et oui, encore une histoire sur fond religieux. Mais pas que. Ici, nous allons plutôt découvrir une petite tradition qui aura valu à une certaine tombe de Rennes le doux nom de tombe de la Sainte au Pochon. Vous pourrez donc découvrir cette tombe dans le cimetière du Nord. Aujourd'hui recouverte de lierre et de feuillage, elle reste visiblement un petit lieu de pèlerinage pour la bonne et unique raison que des miracles seraient possibles en accomplissant un petit rituel. Nous avions déjà vu une tombe similaire par le passé, mais celle-ci est un peu différente. En effet, au pied de la croix, il suffit de prendre un peu de terre pour la glisser dans un pochon de toile, qui aujourd'hui a été remplacé par des pochons en plastique. De là, il faut compter 9 jours en gardant le pochon noué autour du cou. Bien évidemment, le tout en gardant un esprit pieux et priant chaque jour jusqu'au 9e, où l'on peut ramener le pochon à la tombe pour rendre la terre à sa légitime propriétaire. C'est à partir de là que le miracle s'accomplirait et qu'une guérison s'opérerait. Libre à vous de croire à la véracité de cette histoire, ou bien de supposer qu'il s'agit d'un effet placebo, le mental ayant une certaine conséquence sur notre capacité à guérir. Quoi qu'il en soit, la tradition demeure, et c'est là le plus important, à mon sens. Car sans tradition, pas de culture après tout. Il est alors difficile de dire quand celle-ci a réellement débuté, mais on peut supposer autour de 1800. Car c'est après des travaux de transfert de cimetière que l'on découvrit la dépouille de la sainte qui se nommait Philippe Hélène et n'était autre que la marquise de Coët-Loron. Bien que morte 100 ans auparavant, sa dépouille aurait été retrouvée intacte et elle aurait immédiatement été canonisée. Ce qui n'est pas réellement si surprenant. L'absence de pourrissement sur un cadavre était tout de suite assimilée à un pouvoir divin. Mais là encore, difficile de donner raison à cette version. Ne reste que la croyance qui est, à mon avis, le plus important. Quoi qu'il en soit, nous avons fait le tour de ce petit lieu. La tombe de la Sainte au Pochon reste un endroit intéressant de par sa tradition et son histoire. Il est toujours agréable de voir de tels lieux exister et de ne pas se perdre dans le temps. Histoire de finir en beauté, nous parlerons d'un monstre cette fois-ci. Une créature qui aura sévi dans la région durant le XIIIe siècle et qui, selon la rumeur, serait le monstre du Loch Ness local.
Qui plus est, un monstre dont nous n'avons pas réellement vu d'équivalent jusqu'à maintenant. Bien que nous avons déjà pu voir une histoire autour d'un batracien lors de notre parcours dans l'Aude, ici, il n'est rien de semblable. L'animal est décrit avec des proportions assez impressionnantes et un poison des plus dangereux connus pour l'espèce. Je veux bien sûr parler du crapaud de la Vilaine, un animal qui aura, pour un temps, terrorisé les habitants de la région qui n'osaient plus vraiment s'aventurer à proximité de son antre, aujourd'hui connu pour être le jardin de la Confluence. On le disait 3 fois plus gros qu'une vache et bien plus fort que 3 bœufs réunis. Une créature particulièrement dure à abattre car il sécrétait sur son dos un poison mortel qui ne laissait pas beaucoup de chance à quiconque osait toucher la bête. Malheureusement pour le crapaud, de par sa simple présence, il contraria les projets d'une personne bien plus puissante que les habitants. Un sauveur inattendu qui n'aura agi que par pur égoïsme dans cette histoire. Un canal entre Rennes et Saint-Malo devait être construit, mais l'animal freina de tout pied le projet qui était élaboré par nul autre que le roi Louis IX. Évidemment, comme unique solution face à toute créature intuable semblant être un démon, le roi fit ériger un calvaire où se trouve aujourd'hui la croix de la mission. Contre toute attente, l'animal s'en alla alors, comme repoussé par la petite construction. Le crapaud de la Vilaine disparut, et on ne le revit plus jamais. Nul ne sait d'ailleurs où il était parti, mais l'animal ne refit pas plus surface dans les régions alentours. Une autre version à cette légende suppose qu'avec la construction du canal, l'eau de son antre aurait perdu son aspect stagnant, ce qui aurait contraint naturellement l'animal à chercher un nouveau repère. Mais l'on ne saura jamais s'il l'a réellement trouvé ou s'il est mort en s'aventurant dans l'océan. Quoi qu'il en soit, cette histoire ne trouvera donc pas de suite. Mais on peut noter tout de même qu'il n'est pas impossible qu'un crapaud exotique aurait pu se rendre dans nos contrées. Si on met de côté la taille démesurée et la force décrite dans cette légende. Et voilà qui clôture cette vidéo, j'espère que les histoires vous auront plu. Une petite info en passant, le visuel va encore être amené à s'améliorer au cours du mois. Je travaille dans ce sens même si je ne peux pas y passer autant de temps que je le souhaiterais. Dans tous les cas, je vous retrouve dans la semaine pour un nouveau partage que l'on découvrira ensemble, et le week-end prochain où nous retournerons faire un tour du côté des Alpes. Si vous connaissez les tourtons, alors vous êtes sur la bonne piste. Mais d'ici là, comme d'habitude, passez une bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt.